inspirants dans le domaine bioalimentaire. J'aimerais remercier la Cité d'innovation agroalimentaire pour cette collaboration dans l'organisation de ce midi-conférence. Donc, Maryse Dumont, je vais vous la présenter tout à l'heure. Donc, ensemble, on a formé une cellule d'innovation agroalimentaire qui est le fruit de notre alliance entre la Cité d'innovation agroalimentaire de Saint-Hyacinthe pour qu'ils puissent devenir une zone d'innovation. On est dans cette période-là, donc on leur souhaite bien des succès, et la faculté, afin de résoudre les défis du secteur agroalimentaire. En rassemblant nos compétences, nos équipements, nos infrastructures, cette cellule d'innovation dynamique stimulera des projets concrets de formation, de recherche et d'innovation. Cette synergie contribuera au développement durable du secteur agroalimentaire du Québec et en favorisant la collaboration entre professionnels, organisations et entreprises. La cellule d'innovation agroalimentaire permettra de répondre aux défis du secteur, notamment par le biais de la transition technologique et alimentaire 4.0. Pour renforcer la confiance et la collaboration entre le monde de la recherche, de l'industrie, de l'innovation, nous devons déployer des stratégies ciblées, scientifiques et technologiques, établir des canaux de communication clairs qui vont favoriser la compréhension mutuelle, encourager aussi des projets de recherche conjoints qui vont créer des opportunités d'échange de connaissances. La cellule d'innovation facilitera le partage des connaissances en favorisant la participation croisée lors d'événements comme celui-ci, comme notre premier. On est très contents. Nous encourageons donc une culture de collaboration et d'innovation, créant un environnement propice au progrès et à la passion de l'agroalimentaire. Donc, ce qui me fait plaisir encore plus aujourd'hui, c'est que dans la prochaine heure, vous aurez l'occasion de découvrir 3 parcours inspirants. Madame Joanne Tanguay, que je connais depuis mes études doctorales, a accompli des grandes choses en tant que gestionnaire dans le domaine, et elle est encore très active. J'ai aussi suivi sa progression en carrière avec admiration. Monsieur Luc Lagacé, que j'ai eu l'honneur de suivre en tant que chercheur, a contribué à des collaborations fructueuses tant sur le plan de la recherche que de l'enseignement. Participait par exemple au cours Innovation en technologie alimentaire pendant plusieurs années et il présentait toutes les avancées technologiques et innovantes dans le domaine de la sériculture. Et enfin, encore là où vient du plaisir, et M. Laurent Dallaire qui, dès sa maîtrise, a démontré un sens entrepreneurial hors du commun et on a une passion commune, la fermentation. Donc ça, c'est important pour moi. Donc, ces 3 diplômés, la FSA ont des profils variés, mais complémentaires, offrant une perspective riche sur les défis et les opportunités dans le domaine bioalimentaire. Leur parcours unique met en lumière leur motivation, les chemins qu'ils ont empruntés, les défis qu'ils ont surmontés, leurs contributions remarquables et leurs perspectives pour l'avenir. En fait, comme vous êtes un peu nos émérites sans titre, mais c'est tous des mots qu'on pourrait utiliser pour des éméritats. Donc, la faculté est fière de vous recevoir et de vous mettre en lumière, tout comme la participation de Madame Maryse Dumont, qui est aussi une de nos diplômées, qui a accepté d'animer le panel. Et donc, je la remercie personnellement de sa collaboration. Donc, on est déjà prêt à faire la première présentation. Donc, j'invite Madame Joanne Tanguay, directrice du créneau Transformation, à livrer son message portant sur parcours inspirant dans le domaine de la transformation des aliments. Madame Tanguay, à vous la parole. Je pense que pour les besoins de la diffusion par Zoom, je vais m'asseoir ici. Je pense que c'est la meilleure façon. Non, je pense que ça semble être correct. On ne le voit pas, là, mais je pense que c'est mieux comme ça. Tu vérifieras, tu me le diras si tu veux que j'avance. Bien, merci à vous, merci de l'accueil. Merci à vous que je ne connais pas. Il y a des gens, là, j'ai vu Nancy Chapado en passant, peut-être en Zoom, c'est elle, je la salue, que je connaîtrais. On nous a demandé de vous présenter notre parcours. Bon, ce que vous voulez savoir, je ne le sais pas exactement, vous pourrez me poser des questions si je n'y ai pas répondu, mais en gros, on va travailler ensemble pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait. Puis, on va avoir 3 parcours complètement différents. Je suis sûre que ça va être très intéressant. Alors, mon parcours professionnel, en fait, on se demandait toujours pourquoi on choisit l'alimentaire. Bien, l'alimentaire, dans mon cas, c'était vivre dans le temps. C'était... oui, je vais changer la vie. Je vais le montrer, hein, mais je n'ai pas compris. Ah oui, c'est bon. C'est lui. Celle-là, mais c'est ce que je faisais.
Pas grave. Dans ce temps-là, avez-vous déjà entendu parler du programme Vivre? Alors maintenant, nous, quand on allait les gens d'orientation, les orienteurs ne connaissaient pas du tout ce que c'était. Alors, moi, je regardais tous les programmes, santé, médecine, etc. Puis finalement, j'ai regardé tous les programmes qui se regardaient à l'Université Laval, qui s'offraient, page par page. Finalement, je suis arrivée dans les V. Là, il restait la zootechnie. Fait que finalement, quand je suis arrivée à Vivre, j'ai fait comme « Ah, mais c'est exactement ça que je cherche. » Ce que je voulais, c'est allier la science à quelque chose qui moi, je trouve, en tout cas, nous connectait à tous les jours. Alors, tous les jours, on mange, c'était ma place. Je ne l'ai jamais regretté. Puis, on a fait 4 belles années, puis des belles collaborations qui se sont poursuivies. Puis ça, c'est pour ça que c'est important hein, de rester en contact. Ça, c'est c'est l'information, moi, je trouve, qui est la plus importante quand on veut faire une carrière dans n'importe quoi, c'est de toujours rester connecté avec les gens qu'on a connus lors de notre formation, les professeurs avec lesquels on a côtoyé. Moi, ça a été tout le long de ma carrière, j'ai fait appel à eux, soit parce que j'avais des questions à leur poser, soit parce que je l'avais à les engager même, où on pouvait décider de faire des projets de recherche avec eux. Et quand on travaille aussi dans ce domaine-là, il faut travailler aussi pour faciliter nos relations qu'on a avec d'autres départements dans les entreprises, que ce soit les opérations, que ce soit les ventes, le marketing. Souvent, moi, au début de ma carrière, on est scientifique, puis on est laboratoire, puis au début, on se dit, ben c'est pour ça qu'on nous a engagés, c'est ça qu'on devrait faire, puis on doit donner de l'information là-dessus. Mais on se rend vite compte que cette information-là, il faut qu'on la mange, il faut qu'on la vulgarise, puis il faut qu'on discute avec les autres pour être capable que ça fonctionne, puis qu'on puisse passer vraiment le message. C'est la même chose aussi inter-entreprise, c'est-à-dire que de s'informer où est-ce qu'on peut faire des comités pour évoluer avec d'autres entreprises, faire du réseautage. C'est ça, moi, que j'ai fait aussi beaucoup, être présidente de l'Institut canadien de sciences et technologies des aliments. Ça ouvre toutes les portes là, par rapport à des futurs projets. Non, là, c'était l'autre. Donc, ça, je l'ai expliqué. Aussi, pour moi, ce qui est important, c'est de faire un certificat en administration à l'Université du Québec en 1989. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment aller travailler dans les entreprises. Puis, à ce moment-là, automatiquement, tu deviens apte à pouvoir gérer des équipes parce qu'inévitablement, c'est par là que ça s'en va. Puis, j'ai vu dans certaines entreprises des gens qui étaient restés dans leur bulle scientifique. Puis, je ne dis pas ça méchamment là, pour ceux qui font de la recherche, tout ça, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de multidisciplinarité chez ces gens-là. On parle justement de Laurent là, qui est entrepreneur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se trouve quand même à pas, si on ne va pas chercher ce côté gestionnaire, il y a des gens qui se sont vraiment cassés les dents, là, puis qui auraient pu monter dans des organisations qui se sont faites un petit peu tasser. Fait que moi, je le recommande, évidemment, de faire ça. Première entreprise avec laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans, c'était la Sonde. C'était une belle entreprise. À ce moment-là, c'était une entreprise qui était en croissance. Ce n'était pas l'organisation qu'on connaît. Et puis, en tant que superviseur contrôle et qualité, puis un soutien à la recherche et développement, c'était un poste d'entrée de base. J'ai eu la chance de travailler avec Jacinthe Fortin. Je ne sais pas si, Luc, vous avez travaillé avec Jacinthe, mais je le nomme parce que Jacinthe, tout au long de ma carrière, ça a été une référence au niveau évaluation sensorielle. Ça aide beaucoup. C'est un élément que quand on était, en tout cas, à l'université, on avait de la base, mais il faut aller un petit peu plus loin là, quand on veut travailler en industrie. Fait que ça a été un bon coup. Puis, évidemment, on travaillait beaucoup au niveau des nouveaux équipements qui rentraient. La sonde était très dynamique là-dessus. Travailler sur les procédés, donc apprendre à faire l'évaluation de procédés, comme on dit, in vivo, là, dans l'usine. Ça, c'est tout un travail qu'on n'avait pas fait au niveau
on dirait, de nos cours en transformation des aliments, c'était plutôt des usines pilotes, mais quand on est dans une usine, c'est différent. Fait que ça, c'est un bel apprentissage. Et puis, c'est là qu'il faut se faire des alliés. Je disais tantôt de travailler avec les gens qui sont hors de notre laboratoire. C'est là que je me suis fait un allié du VP des opérations. Puis tout le long de ma carrière, il m'a suivi. Il s'est retrouvé dans des comités où il devait engager quelqu'un. Puis il disait, c'est Joanne, moi je m'en vais prendre l'avion. Je sais que c'est elle, je n'ai même pas besoin d'aller voir les autres candidats. Fait que c'est pour ça que je vous le dis d'emblée, là, c'est de se faire des alliés qui vont nous accompagner toute notre vie dans notre carrière. Fait que tout le monde connaît la sonde, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que la sonde fait, j'imagine. Craft. Alors, Craft, c'était à Montréal. Ça a été pendant 5 ans. C'était une université. Parce que dans sa façon de fonctionner, pour ceux qui auraient la chance d'aller dans des entreprises multinationales, en tout cas, je manquais la peau, à moins que vous ayez d'autres objectifs, mais ça a été extraordinaire. Parce qu'ils étaient toujours en avant de la parade. Ce qui fait que lorsque moi, je suis arrivée dans les autres entreprises par la suite, j'avais déjà acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Alors que quand je suis arrivée chez La Sonde, c'est moi qui fallait qu'ils m'adaptent à l'entreprise, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, puis comment les processus fonctionnaient. Alors que chez Craft, c'était le contraire. Ils nous ont formés, ils m'ont formé. Puis ensuite, ça a été quelque chose que j'ai pu appliquer tout le long de ma carrière. Bien évidemment, eux autres qui étaient précurseurs dans tout ce qui était ACEP. Il y avait même le PACEP, qui a été, mettons, plus adopté avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments par la suite, mais dès 1984, eux autres, ils travaillaient autant les points critiques au niveau des procédés qu'au niveau de la salubrité. J'étais en charge des échantillonneurs, une équipe à peu près, là, j'ai eu à peu près 30 personnes sous ma juridiction, sous ma responsabilité. Puis encore là, je vous donne des exemples qui sont très, très terre à terre, mais pour gagner les galons puis gagner la confiance, moi, les échantillonneurs, ils allaient monter sur les trains pour faire des échantillonnages ou des camions. Puis dès qu'il y avait un problème, moi, j'y allais avec eux autres, là. Puis des fois, j'étais toute seule, puis je montais sur le camion, puis j'étais sur la passerelle. Puis aujourd'hui, je pense que la santé et sécurité n'accepterait plus ça, là. Mais dans ce temps-là, c'était ça. Puis je me rappelle qu'il y avait un camion qui est arrivé en avant de l'usine, pas en arrière avec les wagons sur les trains, là. Pourquoi c'était là? C'est parce que la farine se déchargeait là. Mais là, il y avait tous les employés qui étaient là, puis qui sortaient, les chiffres qui rentrent. Puis moi, je monte, je m'en vais, tout ça. Après ça, je m'en suis fait parler tout le temps. J'allais à l'épicerie, puis les gens me disaient, ah oui, je t'ai vu, t'as monté sur le camion. C'est pour ça que finalement, après ça, les gens, ils ne te regardent plus de la même façon. Fait que après ça, on se sent, on fait partie de l'équipe. Là, j'ai eu la chance aussi de visiter beaucoup d'usines parce que je m'occupais des matières premières, je m'occupais des plans à contrat. Fait que j'ai peut-être vu 500 usines. Ça a été un gros avantage aussi. Parce que quand j'arrivais dans des endroits, souvent, là, j'apprenais en même temps, là, que ce soit de faire du beurre, même si je n'ai pas fait du beurre en usine, je le voyais faire. Puis on travaillait avec ces gens-là. Les laboratoires, évidemment, j'ai travaillé dans le laboratoire. Tous les tests qui se faisaient, évidemment, il y en avait beaucoup. Il y avait 50 personnes au laboratoire. Puis j'ai fait le lien aussi, encore une fois, avec ce qu'on appelait le purchasing, le siège social. Puis, à un moment donné, mon patron chez Kraft, il a dit, Joanne, je te donne une carte blanche. Puis tu as remonté la notoriété de tout le laboratoire de 50 personnes, même si je ne travaillais pas nécessairement avec tous ces gens-là. Eux autres, ils disaient, étant donné que tu es la personne qui va voir tous les autres départements tout le temps, tu deviens le porte-étendard de notre laboratoire. Fait que ça fait chaud au cœur quand on se le fait dire. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est des choses qui arrivent. Fait que, peut-être que quand on arrive aux études, on se dit, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, mais tout est dans la façon que vous allez travailler avec les gens autour de vous. Je pense que ça, c'est pas grave. Moi, j'aime ça quand on discute. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. J'aime pas ça parler tout seul. Alors, après ça, j'ai travaillé chez Maple Leaf.
Ça, c'était dans les viandes. Ça fait que ça a été tout un bel apprentissage parce qu'on c'est complètement différent de chez La Sonde, complètement différent de chez Kraft. Puis là, on est dans une catégorie de produits qui est difficile à travailler dans le sens où il y a beaucoup de main-d'œuvre parce qu'il n'y a pas d'automatisation beaucoup là-dedans. Puis aussi, au niveau de salubrité, il y a beaucoup de points critiques. Donc, les gens là, peuvent facilement avoir des problèmes de santé si le produit a été mal travaillé. Donc, je m'occupais de l'assurance qualité, la chimie, même microbiologie, contrôle de la qualité, les plaintes des consommateurs. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y avait la lettre qui disait aux consommateurs, ben, vous savez, s'il est arrivé telle chose, on est bien désolé, mais on est inspecté par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. J'ai fait comme quoi? On répond ça à nos consommateurs. C'est quoi cette excuse-là? Alors là, on a tout changé cette façon-là de faire. Puis quand il y avait une plainte, c'était pas on s'excuse, puis ça ne recommencera pas la prochaine fois. Moi, je m'en allais, même une plainte. C'est pour ça que les gens de marketing, de vente, ils m'ont aimé tout de suite. Parce que d'habitude, ils arrivaient, puis ils disaient, on a une plainte. Ah, oh, ça doit arriver de temps en temps. Nous autres, on ne le voit jamais, ce problème-là. Quand on est arrivé, puis j'ai dit, on va regarder qu'est-ce qui se passe, ben j'ai sauvé la compagnie de bien de problèmes. Ça, c'est le problème des fois, par exemple. Quand tu sauves beaucoup d'argent parce que tu as agi en proactivité, des fois, l'entreprise, elle ne pense pas que tu es si important dans l'entreprise, mais ça, c'est un autre débat. Mais je me rappelle, entre autres, un seul ami qui est arrivé, une plainte, il était vert. Bon, OK, ben, peut-être qu'ils l'ont laissé là, traîner. C'est peut-être la faute de celui qui l'a utilisé. Deuxième plainte. Non, on n'attendra pas qu'il y en ait 10, là. On va aller voir tout de suite. Fait que je demande à quelqu'un de mon équipe, je dis, tu vas suivre le produit du matin jusqu'au soir, jusqu'à l'emballage, puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Puis la personne est arrivée, elle dit, c'est pas compliqué, ils ont engagé une nouvelle personne. Puis lui, il a décidé, cette personne-là, que lorsqu'il recevait le salami, ça serait bien plus facile de le rentrer dans le sac en mettant de l'eau sur la table. Fait qu'on a trouvé le problème. Ça n'a pas été long. Puis, à un moment donné, on avait un jambon. Les ventes stagnaient. Puis là, on avait des plaintes. C'est une grosse chaîne de restauration. Là, je ne la nommerai pas. Puis, il disait, ils ont des trous dedans. Ah, c'est bien bizarre, ça. Tu sais, ça arrivait de temps en temps. Fait que finalement, ce que j'ai mis en place, c'est ce qu'on appelle une évaluation chaque matin de chaque produit qu'on faisait. Et ça avait des coûts. Alors, les opérations, ils ont dit, on va y envoyer l'auditeur de la compagnie parce qu'elle dépense bien trop. Fait que finalement, ils m'ont envoyé l'auditeur de la compagnie. Et je lui ai expliqué qu'on faisait des produits, personne n'y goûtait. Ça s'en allait dans l'entrepôt, personne n'y goûtait. Fait que s'il y avait eu un problème avec, on perdait le client, puis probablement que là, nos ventes allaient baisser. Puis je lui ai expliqué le cas de notre fameux jambon. J'ai dit, dès qu'on a commencé à faire les évaluations chaque matin, tout d'un coup, on coupe le jambon, il est bon. On coupe le jambon, ah, il y a un trou. Pendant 2 semaines, on coupe le jambon, c'est correct. Tout d'un coup, en ouvrant, un trou. Là, les directeurs des opérations, les superviseurs, tout le monde était autour. Bien là, j'ai dit, écoutez, ça fait la 2e fois qu'on a des trous, là. Ça ne vous paraît pas beaucoup, mais quand ça arrive chez le client, lui, il n'est pas content. Essaye de trouver un peu c'est quoi, ça ne fonctionne pas plus que ça. Tu sais, il passe à autre chose. 3e fois, un trou. On va dire là, il va falloir le régler, le problème. Mais là, ils se sont mis à l'action. Tout autour, les gens le matin, tous ceux qui étaient là, bon, ben là, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Ils ont trouvé le moyen, fini les trous, les ventes ont augmenté comme ça. Alors, quand tu expliques ça à l'auditeur, il dit, ben, c'est clair. Il retourne, il était prêt comme à m'attaquer, puis à dire, hey, là, elle a fait quelque chose de pas correct, puis elle est en train de gaspiller. Non, c'est le contraire, on est en train de monter les ventes. Fait que ça, c'est le genre de choses-là à laquelle il faut être aguerri là, quand on travaille avec les produits. Évidemment, on travaillait à la recherche et développement. On a fait le bacon micro-ondes avant tout le monde. Fait que ce qui a fait que ça n'a pas marché. Peut-être que c'est pour on est rendu. Projet, la qualité totale. Dans ce temps-là, on parlait de qualité totale. Fait que ça, c'est important de s'impliquer dans des comités comme ça.
Là, maintenant, on parle de développement durable. Ben, je vous encourage à comprendre le développement durable, à comprendre comment ça fonctionne, que ce soit parce qu'il faut sauver nos matières premières, autant que nos ressources humaines, autant que nos moyens financiers. C'est bon que vous connaissiez tous ces aspects-là, parce que quand on est dans une entreprise, on ne peut pas juste s'isoler, encore une fois. C'est le message que je vous lance toujours, là, mais on ne peut pas arriver et dire, bon, ben, j'ai étudié dans ça, puis c'est ça que je vais faire toute ma vie, puis je ne veux pas en savoir plus. Bon, je pense que j'ai pas mal passé. Est-ce que je suis encore dans mon temps? C'est bon, parfait. Alors, chez Provigo. Provigo, on change complètement de situation. Bon, je dirais peut-être 50 parce que tout ce qui est relié au magasin, on est dans un autre monde. On vend des produits qui ne sont pas faits par nous, mais dont on est responsable vis-à-vis de la loi. Donc, ça veut dire qu'il faut être à l'affût, comment ça se passe dans les magasins, comment c'est manipulé. Évidemment, quand c'est des produits tablettes, il n'y a pas trop de risques, à part que ça soit bossé ou que ça soit mal manipulé. Mais quand on est dans des produits congelés ou des produits réfrigérés, mais là, il faut s'assurer que tout ça se fasse correctement. Bon, là, je ne vous apprendrai rien là, si je vous dis que des fois, ça ne fonctionne pas toujours bien, les températures, tout ça. Fait que ça, c'est des gros dossiers sur lesquels il faut travailler, prendre des échantillons, avoir une firme qui va faire la vérification. Fait que ça, c'était très intéressant là-dessus. Puis, c'est quoi l'impact des lois et règlements? Là? Comme je disais tantôt, on est responsable. Fait qu'il faut beaucoup travailler avec les agences canadiennes, l'Agence du Québec, puis aussi locales, parce que Montréal fait beaucoup d'inspections aussi, là, des grandes villes. Ça, c'est important de faire des bons liens. Le lien était tellement bon qu'à un moment donné, ben là, je ne veux pas dire, je nommerai pas exactement, mais je vais vous dire, il y avait un directeur de l'inspection, quelqu'un là qui était au-dessus de tous les inspecteurs, qui était redouté, les gens étaient effrayés, puis tout ça. Puis à un moment donné, on a un problème, puis il m'appelle, il dit, Joanne, il dit, il y a un problème dans telle affaire. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Les deux bras m'ont tombé. J'ai dit, d'abord, c'est pas ça qu'ils font. Ils disent, on retire tous les produits, on met ça en détention, on va faire les tests. Lui, il me demande qu'est-ce que j'en pense avant. Fait que ça, là, c'est là quand je vous dis pourquoi ces gens-là te demandent ça, c'est parce que tu fais des liens tout le temps avec ces gens-là, ils ont confiance, puis tout ça. Ah, il me semblait que je prenais beaucoup plus de temps que prévu. Ensuite, c'était l'AMPAC, et qui est aujourd'hui aussi avec le CETAC. Donc, c'est Conseil de la boulangerie du Québec, l'Association des manufacturiers de produits alimentaires. Puis là, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de comprendre comment on va chercher le besoin de ces entreprises-là pour, après ça, offrir les services qui sont requis, l'information. À ce moment-là, il y avait la fameuse loi de la CSST qui changeait, les mutuelles de prévention, donc faire des comités, faire des rencontres, des fiches techniques, faire des bulletins d'information. C'est là que, quand on est dans une organisation comme ça, là, notre rôle est beaucoup plus de savoir qu'est-ce que les entreprises ont besoin, puis de les mettre en action, puis il n'y a pas de modèle. C'est nous autres qui l'inventons. On part, puis il faut essayer, puis on va voir si ça fonctionne. Ensuite, ça a été Syntec agroalimentaire pendant 12 ans. Là, j'avais fait beaucoup de sauts de puce. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Fait que je le recommande. Quoique mon époux qui est ici aujourd'hui, que j'ai connu sur les bancs d'école en 78, on se connaît, nous, des études ensemble. Lui, il a toujours resté dans la même entreprise. C'est l'entreprise qui a changé de nom et qui a fait des acquisitions. Fait que c'était une belle carrière aussi. Mais ça lui a permis d'aller chercher d'être directeur des opérations, au niveau assurance qualité technique. Chauffeur de lift. Je pense que c'était capable. En tout cas, il était capable d'opérer un autoclave. Alors, quand il arrivait quelqu'un et il disait, ben non, je ne peux pas faire ça, puis là, c'est pas. Non, non, tasse-toi, je suis capable de le faire. Non, non, ça c'est bon, ça aussi. Bon, fait que la Syntec agroalimentaire, ben, là, pendant 12 ans, c'était une entreprise. En fait, c'est un OBNL qui est soutenu par le gouvernement, mais à la hauteur d'à peu près de 10 pour les revenus. Fait que vous pouvez vous imaginer que le travail, ça a été beaucoup, beaucoup d'aller chercher la notoriété de l'organisation pour être capable d'avoir des contrats. Donc, quand moi je suis arrivée, ben, on était très en difficulté. Puis maintenant, ben là, je pense que ça va bien. Puis
je pense que le souhait que je vous fais, c'est d'aller chercher ce genre d'expérience-là aussi. Puis maintenant, je suis avec Transformation, qui est un créneau au niveau accord. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais dans chaque région, lorsqu'il y a un groupe d'entreprises ou une grappe, on pourrait dire, là, un noyau d'entreprises qui sont dans le même domaine. Nous, transformateurs alimentaires, Montérégie, il y en a 450, évidemment, puis il y en a beaucoup à Montréal aussi. Ce qu'on fait, c'est réseauter avec eux, identifier c'est quoi les enjeux qui pourraient être traités de façon collaborative. Parce que, par exemple, si moi, il y a un nouvel ingrédient qui arrive, puis je veux l'essayer chez nous, puis là, je me dis, ouais, mais comment ça va marcher? Puis c'est pas toujours facile à instaurer. Bien, il y en a un autre qui veut le faire dans sa production, un autre, puis qui ne voit pas de problème au niveau là, de la confidentialité. Bien, à ce moment-là, ils vont travailler ensemble, on va aller chercher du financement. Fait que ça se fait dans tous les domaines, que ce soit le coût de revient, que ce soit dans l'innovation, que ce soit parce qu'on veut savoir si notre foie gras, on a travaillé avec l'université aussi là-dessus. Fait que ça, c'est là qu'on travaille ensemble. C'est bon? Merci beaucoup, Joanne, Madame Tanguay. Je pense que je vais l'utiliser d'une façon très, très positive. Par contre, donne le vertige. C'est impressionnant parce que, puis, je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de gens de sciences des aliments, là? Est-ce que vous êtes, oui? Est-ce que ça vous inspire? Hein, parce que là, c'est vraiment très, très, puis des bons trucs, des bons conseils. Donc, on va poursuivre. Donc, merci beaucoup. On va poursuivre avec notre prochain conférencier, là, qui Monsieur le docteur Luc Lagacé, qui est le directeur de la recherche et des transferts technologiques au Centre Acer, a livré son témoignage portant sur son parcours inspirant dans le secteur acéricole. J'ai appris en suivant ses cours, qu'on produit 85 de la production acéricole dans le monde. C'est à peu près ça. Puis, peut-être que cette année, c'est un peu différent, mais si c'est chaud ici, c'est chaud encore plus au sud, donc ils sont encore moins compétiteurs. Donc, on peut penser qu'on va pouvoir maintenir ou élargir notre zone. Donc, je lui donne la parole pour le deuxième parcours, la deuxième présentation sur les parcours inspirants. Merci. Merci beaucoup, Denis. Merci, Maryse. Merci le comité d'organisation. Très belle activité. Ça me fait plaisir d'être là. Je vais vous avouer que je suis un petit peu intimidé de passer après Mme Tanguay parce que voilà, vous allez voir, c'est bien différent de ce que j'ai à présenter, mon parcours. Pour commencer, j'ai voulu mettre une photo un peu différente de ce qu'on est habitué de me voir. Là, j'ai une pied comme ça, devant un bureau, dans le laboratoire, mais dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. J'ai vraiment j'ai une autre vie que le travail. Pointé par ici, je pense. Ça va être l'autre flèche. Ah, ça va bien. Bon. Moi, je commence ma présentation en parlant un peu de mes origines. Je viens d'une grande famille nombreuse à Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie. Donc, un petit village qui s'appelle Pointe-à-la-Croix, au début de la Baie-des-Chaleurs, à 5 heures de route environ de Québec. Donc c'est un peu... il y en a peut-être d'entre vous des étudiants qui viennent des régions. Donc, vous allez peut-être vous reconnaître dans mon parcours parce que c'est une certaine forme de défi là, à sortir de son petit patelin puis d'aller conquérir le monde, parcourir des études avancées. Donc, ça a été mon cas. J'ai dû partir de mon petit village à 17 ans, puis pour poursuivre mes études. Donc, ça m'a amené, en fait, pour parler de ma jeunesse, j'étais un petit garçon tranquille. J'étais pas très turbulent. Vous voyez ici à l'église avec mon père. Là. En fait, j'avais aussi un peu de facilité à l'école, il faut le dire. Je n'étais pas des meilleurs, là, mais quand même, j'avais un peu de facilité. Puis, je rêvais de jouer au hockey. Je voulais devenir joueur de hockey, comme plusieurs de jeunes de mon temps, là, mais j'ai vite déchanté. J'ai changé d'idée, ça n'a pas été trop long. Donc ça, c'est pour mes origines. Mais pour mon parcours, on peut dire que ça correspond un peu à la remontée du fleuve. Donc, je suis parti de mon petit village en Gaspésie.
J'ai obtenu un diplôme d'études collégiales en sciences au Cégep de Rimouski en 1989. Donc, c'est là que j'ai eu un peu la piqûre des sciences. Donc, c'est là que j'ai vraiment été pas confronté, mais j'ai eu le contact avec les sciences. J'ai eu des bons professeurs. Donc, ça m'a vraiment incité à poursuivre dans le domaine des sciences. Puis, je voulais pas, par contre, avoir vraiment un profil très standard. Bon, je rêvais de la chimie, là, je voulais devenir chimiste ou avoir une profession associée à ça, mais je voulais pas être chimiste. Je voulais que ce soit appliqué à quelque chose de très concret, pouvoir aider les gens. Donc, c'est là que j'ai entendu parler du baccalauréat en sciences et technologies des aliments. Moi, je suis la promotion de 1993. Donc, ça fait quand même, plus de 30 ans là, que j'ai passé par ici. Et j'ai fait la spécialisation en chimie. Je ne sais pas s'il y a encore le profil de chimie qui existe encore dans le programme, là, mais j'ai fait cette option-là au bac. Donc, à l'intérieur du bac, ben, comme Mme Tanguay disait, c'est là on fait nos contacts, hein. C'est vraiment important de garder contact, mais aussi de s'intéresser puis de participer dans les activités, puis de s'impliquer dans la communauté étudiante. Donc, dans mon cas, je n'étais pas la personne la plus impliquée, par contre, mais les fois où j'ai été impliqué, ça a payé. Comme par exemple, j'étais impliqué dans la semaine de l'agriculture, l'alimentation et de la consommation. Je pense que ça existe encore, cette semaine-là. Bon, on avait préparé un kiosque à ce moment-là, dans le cadre de cette activité-là. Et puis, il y avait il y a beaucoup de monde, d'externes, puis il y a des entreprises qui venaient aussi voir les étudiants, puis faire du recrutement aussi. C'est là que j'ai rencontré une personne de chez Provigo à ce moment-là. Puis j'ai été recruté, j'étais allé passer une entrevue à Laval. Je n'avais pas d'auto à ce moment-là. J'ai loué une auto, je suis parti tout seul, je n'avais jamais conduit en ville. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait mon entrevue sans aucune espèce d'idée de ce qui allait se produire. Mais finalement, j'ai été recruté. J'ai eu un poste d'étudiant d'été là-bas. Donc, j'ai fait un emploi d'été durant mon bac en STA. Et puis, j'étais dans le laboratoire de microbiologie. Donc, c'est là que j'ai j'ai eu la piqûre de la microbiologie. Puis, mais je me suis beaucoup plus intéressé à ce domaine-là. Donc, ça m'a aidé aussi dans la poursuite de mes études là, au bac. Et puis, donc, à l'intérieur je pense qu'il existe encore aussi le projet de fin de bac. En quatrième année, on a toujours. Donc, j'avais un penchant pour la microbiologie, puis c'est là que j'ai rencontré le docteur Jacques Goulet, qui m'a proposé un projet en microbiologie. Donc, j'ai fait mon projet de fin de bac avec lui. Et puis, ça s'est transformé en maîtrise. Donc, je me suis inscrit à la maîtrise après le bac. Donc, j'ai obtenu le diplôme en 95 en microbiologie agricole ici à la faculté. Donc, j'ai fait ces études-là. Puis, donc, à l'époque, le marché de l'emploi était pas très attrayant, pas très. Les possibilités étaient quand même assez limitées. Donc moi, étant étudiant à la maîtrise, bon, je voyais il y a un peu de débouchés se présenter devant moi. Et j'ai eu l'opportunité de faire un stage en France. Donc, il y avait le docteur Christophe Lacroix qui était ici, puis il m'avait proposé un stage en France. Donc, je suis parti en France pendant quelques mois, puis en revenant, j'ai rédigé mon mémoire de maîtrise, puis donc ça a été vraiment payant pour moi là, à ce niveau-là, ces expériences-là, là, ça partit vraiment de presque rien, dans le fond, là, à déboucher sur une maîtrise. Donc, pour ce qui est du parcours professionnel, donc je pars en 96, donc à mon retour de stage de France, je me suis installé à Saint-Hyacinthe avec ma conjointe actuelle. Et puis, j'ai décroché un contrat de recherche au CRDA, au Centre de recherche sur les aliments à Saint-Hyacinthe, avec le docteur André Morin, sur un projet d'extraction et de purification d'enzymes. Donc, j'ai eu mon premier contrat de recherche. Puis, la recherche,
j'étais content parce que, dans le fond, c'est quelque chose que je voulais poursuivre. Puis c'était pas facile à ce moment-là. Les contrats n'étaient pas nombreux. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Donc, pendant ce contrat-là, en 1996, dans la durée de 96 à 99, il y a eu la formation du Centre Acer qui s'est fait. Donc, le Centre Acer est né en 98 d'une initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec avec l'industrie, les intervenants de l'industrie acéricole. Ils ont décidé de former le Centre Acer pour faire la recherche dans le milieu acéricole. Et il y avait une cellule de recherche du MAPAC qui était déjà au CRDA à ce moment-là et qui ont été transférées au Centre Acer. Et puis, j'ai connu ces personnes-là pendant mon contrat de recherche au CRDA. Et puis, à un moment donné, il y a une annonce qui a été placée pour recruter un chercheur au Centre Acer. Puis, j'ai décidé de poser ma candidature. Puis, bingo, j'ai été reçu comme chercheur au Centre Acer à ce moment-là. Et j'avais un petit peu d'expérience de recherche, mon diplôme de maîtrise. Puis, donc, c'est à peu près tout ce que j'avais. Donc, c'est un petit centre de recherche qui naissait, dans le fond. Puis, il y avait tout à faire et toutes les possibilités s'ouvraient devant moi avec cet emploi-là. Donc, c'est à l'intérieur de cet emploi-là que j'ai commencé à développer la recherche en acériculture, du côté microbiologie, développer les méthodes d'assainissement et commencer à étudier le microbiote de la sève d'érable puis voir son impact sur la qualité des produits acéricoles. Et puis, j'ai eu des contacts aussi avec certains chercheurs à ce moment-là, dont Denis Roy, avec qui j'ai collaboré sur certains projets. Donc, Denis a été vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la recherche au niveau professionnel, là, au niveau des projets de recherche en microbiologie. Donc, Denis était chercheur au CRDA à ce moment-là, puis on a décidé de faire des projets en collaboration. Puis, cette collaboration-là a amené aussi à déboucher vers mes études au doctorat, au PhD. Donc, en 2000, donc pas longtemps après que j'ai commencé à avoir des collaborations, puis je démarrais dans mon emploi, on a eu un nouveau directeur qui est arrivé, M. Maurice Giguère, qui est rentré en poste comme directeur au Centre Acer, puis il est rentré dans mon bureau un matin, puis il m'a dit, Luc, ça ne te tenterait pas de faire un doctorat? Sur le coup, j'y avais pas vraiment pensé parce que j'avais déjà un emploi, puis mais j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée, puis c'était vraiment une opportunité qu'il ne fallait pas que je rate. Donc, je me suis inscrit on a discuté avec Denis, puis j'ai pris la décision de m'inscrire au PhD en sciences vétérinaires avec une option microbiologie à la faculté de médecine vétérinaire qui était pas très loin d'où je travaillais, dans le fond. Donc, il y avait la proximité était intéressante de ce niveau-là. Puis, je me suis dit, je vais m'inscrire, puis on va voir ce qui se passe, on va voir où ça nous mène. Et finalement, ça a très bien tourné. J'ai fait ma soutenance de thèse en 2005. Donc, ça a très bien fonctionné, ce projet-là. Donc, pour poursuivre dans le parcours professionnel, donc avec le doctorat et tout ça, donc ça a vraiment débouché sur un paquet de choses, un paquet de projets, un paquet de collaborations, embaucher du nouveau personnel. Et donc ça a vraiment pris un très gros élan, là, mes activités de recherche à ce moment-là. Donc, on a poursuivi avec la collaboration avec Denis. Denis est devenu professeur ici à la faculté. Et puis, on a continué notre relation, nos projets. On a formé des étudiants ensemble. Donc, ça pour dire que 10 ans après, à peu près, de mon arrivée au Centre Acer, j'ai eu une première promotion. J'étais nommé chef d'équipe. Donc, c'est moi qui était le chef des chercheurs, là, une équipe modeste, on s'entend, là, des bons chercheurs, mais pas beaucoup d'effectifs. Mais quand même, c'est intéressant pour moi. Donc, c'est une certaine forme de reconnaissance. Ensuite, j'ai eu une autre étape qui est arrivée à peu près une dizaine d'années après, c'est le déménagement du laboratoire. Donc, le laboratoire du Centre Acer était situé à même le CRDA, le Centre de recherche sur les aliments Saint-Hyacinthe d'Agriculture Canada. Donc,
l'arrivée de la pandémie a fait en sorte qu'on a pris une décision de changer de local, de trouver un local, puis finalement, on a trouvé un local dans la technopole agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Donc, on est toujours à Saint-Hyacinthe au niveau de notre laboratoire, fait partie de la technopole. Puis, donc, ça a amené du changement, de nouvelles infrastructures, un nouveau laboratoire complètement équipé, flambant neuf. Donc, ça amène d'autres perspectives. Donc, c'était vraiment une étape déterminante de mon côté à cette époque-là. Puis ensuite, pas longtemps après, il y a eu un changement encore de direction, une nouvelle philosophie, nouvelles opportunités, nouveau maillage avec l'industrie. Et puis, donc, ça m'a amené une deuxième promotion qui est, j'ai été nommé directeur de la R&D du transfert depuis 2022. Là, j'occupe ces fonctions-là. Donc, je trouve que ça a été une belle progression, puis c'est intéressant. Il y a encore des défis différents qui s'ouvrent à moi avec ce nouveau poste-là. Puis, donc, l'avenir est intéressant de ce côté-là. Donc, ce travail-là, ça m'a amené, comme vous pouvez me le deviner, à participer à différentes conférences. Donc, j'ai quand même voyagé un petit peu, là. Je suis allé au Japon, en France, puis aux États-Unis. J'y vais peut-être 2 fois par année au moins là, pour donner des conférences. Puis on se promène aussi à travers le Canada. Puis on est très près avec de l'industrie aussi. Donc, on a beaucoup de contacts. On est souvent demandé pour présenter des conférences pour l'industrie et participer à toutes sortes de comités de l'industrie. Donc, c'est très intéressant à ce niveau. Donc, je termine en montrant quelques personnes importantes de ma vie. C'est un peu délicat de présenter des personnes parce qu'on en oublie tout le temps, là. Mais j'en ai présenté 4. C'est le docteur Jacques Goulet, que je parlais tout à l'heure, qui m'a donné ma première chance là, au niveau de la maîtrise au niveau de la microbiologie avec un projet de maîtrise. Et le docteur Denis Roy, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure, qui a été une figure importante pour moi dans mon développement professionnel et scientifique. Et puis, M. Maurice Giguère, qui était le directeur qui m'a donné en fait, qui m'a proposé le projet de doctorat. Donc, sans lui, je pense que mon parcours aurait été probablement très différent. Et aussi, je ne peux pas oublier ma conjointe, Carole McKinnon, qui était toujours là, derrière, puis elle m'a toujours épaulé. Elle est toujours là aussi. Elle comprend très bien mon day-to-day parce qu'elle travaille au CRDA aussi. Elle connaît les gens on connaît les gens mutuellement. Donc, c'est facile pour elle de voir dans quelle position j'évolue de temps en temps. Donc j'apprécie beaucoup d'avoir côtoyé ces personnes-là durant mon parcours. Donc, pour terminer, je veux juste terminer avec quelques faits marquants. Là. Je fais partie de l'équipe à qui on a décerné le Golden Leaf Award. J'ai eu aussi personnellement le President Award de l'International Maple Syrup Institute. Puis aussi, j'ai été auteur d'une trentaine d'articles scientifiques, plusieurs conférences. Je ne pourrais pas y nommer, j'en ai tellement. J'étais co-auteur aussi de 2 déclarations d'invention sur des projets qu'on a réalisés en collaboration avec Agriculture Canada, qui a mené à l'obtention d'une marque de commerce sur un équipement qu'on a développé avec eux, qui est toujours en utilisation d'ailleurs dans l'industrie. Et puis, comme je le disais aussi, j'étais prof associé ici au département d'STA. On a formé avec Denis des étudiants, puis je fais partie de plusieurs comités de l'industrie. Donc, ça résume mon parcours. J'espère que ça a pu vous intéresser. Juste pour terminer, le Centre Acer, on est, comme je disais, dans la cité de l'innovation à Saint-Hyacinthe, mais aussi on a une antenne à Saint-Norbert-d'Arthabasca avec un érablière expérimental. Et puis, si vous voulez en apprendre plus sur le Centre Acer, ça va me faire plaisir de vous en parler. Merci beaucoup, Luc, M. Lagacé. Par contre, des fois en sciences, ça crée une famille. Là, j'écoutais Luc, je disais, ce que j'ai toujours apprécié de lui, c'est son côté apaisant. C'est intéressant, tu sais, tu nous apaises, puis en fin de compte, je te considère comme un frère scientifique. Donc, j'ai retrouvé mon jeune frère, donc je suis très content de t'avoir écouté aujourd'hui.
Donc, on va passer maintenant à un autre illustre diplômé. Donc, on passe avec M. Laurent Dallaire, qui lui est président avec une maîtrise, là, il est MSc du laboratoire Inodal, a livré son témoignage portant sur son parcours inspirant dans le domaine de la conservation des aliments. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous allez voir que moi, j'ai pas mal moins d'expérience que mes deux autres présentateurs aujourd'hui. Fait que très honoré de pouvoir présenter aujourd'hui un peu mon parcours définitivement atypique par rapport à ce qu'on verrait, mais que j'encourage fortement parce que moi, je considère c'est un des plus beaux parcours à faire, soit l'entrepreneuriat. C'est ça un peu qu'on va discuter aujourd'hui. Avant de parler de moi, je vais parler beaucoup de. Je vais commencer par parler d'Inodal. C'est qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, Inodal, nous, on se spécialise dans le domaine des antimicrobiens naturels. On travaille beaucoup d'abord à éviter justement, les rappels causés par des contaminations microbiologiques par Listeria, E. coli, Salmonelle. Ça, c'est l'exemple ici, Maple Leaf en 2008, qui avait eu le plus gros rappel de l'histoire canadienne avec un coût de près de 100 millions. Ça peut être énorme, ce genre d'incident-là. Mais pour les plus petits joueurs, ben, c'est beaucoup d'avoir sa marque dans les journaux pour les mauvaises raisons. Tu t'investis une fortune finalement à bâtir une marque, puis du jour au lendemain, ben, tu te ramasses dans les journaux pour un incident. C'est loin d'être l'idéal. Puis je vais me présenter l'exemple de Tyson ici, qui a eu un rappel en 2021 pour Listeria, mais sur des croquettes de poulet. C'est vraiment intéressant de dire que souvent, on associe des bactéries à certains produits en tant que tels, mais là, poulet, on dit toujours salmonelle. Mais donc, c'est du prêt à manger. Puis en plus, c'est un produit qui était cuit. Et en plus, c'est un produit qui était congelé. Fait que c'est juste de démontrer à quel point ça reste un enjeu d'actualité qui est très présent dans l'industrie agroalimentaire, beaucoup dans les prêts à manger. Donc, clairement d'actualité, clairement, il y avait un besoin encore à ce niveau-là. On a commencé par focuser beaucoup sur l'Listeria parce que c'est le pathogène numéro 1 dans tout ce qui va être le prêt à manger, justement. On va beaucoup dans les produits marins, produits carnés, produits prêts à manger. Puis c'est une méchante bactérie parce que on l'associait beaucoup à l'aliment, mais c'est vraiment une bactérie environnementale qui vient de partout et de l'eau, des animaux, le sol, de l'environnement de travail. Fait que très difficile à se débarrasser. Et quand on parle de les rappels, ben ça reste encore énorme les conséquences de vivre ce rappel-là. On a encore entre 60 et 80 rappels annuellement au Canada liés à des contaminations microbiologiques. Et c'est stable et c'est pas attribuable nécessairement à juste les petites entreprises ou les grosses entreprises. De bord en bord, tout le monde va en vivre. Le petit joueur, lui, est très à risque parce qu'il y a très peu de contrôle qualité. Puis le gros joueur est très à risque, il y a énormément de volume. Donc, on a toujours des niveaux, un risque à tous ces niveaux-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour tenter de régler la situation? Ben, nous, dans le fond, on a travaillé avec les bactériocines. Donc, les bactériocines, c'est des petites protéines produites par des souches probiotiques comme arme de défense. Plus spécifiquement ici, la pédiocine, qui, elle, va reconnaître un récepteur spécifique à la surface de l'Listeria, va venir reconnaître le récepteur, l'ouvrir, et la bactérie va mourir en se vidant de son contenu. C'est un effet qui est très spécifique. Puis là, j'ai rien inventé dans tout ça. C'était beaucoup de recherches universitaires qui étaient faites avant même moi, avant mon passage ici. La grosse innovation que nous, on a faite, c'est vraiment, on l'a maturé commercialement parlant. Et là, on est venu innover davantage et on a réussi à le faire approuver comme étant un agent technologique auprès de Santé Canada. Ça, c'était une première à travers le pays. Il n'y avait aucune protéine qui était approuvée comme agent technologique. Puis ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas besoin d'indiquer dans la liste d'ingrédients. Puis ça, pour les transformateurs alimentaires, ça, c'était un game changer. Parce que des ingrédients, il y en a à la tonne. Pouvoir avoir une solution antimicrobienne clean label qui n'apparaît carrément pas dans les ingrédients, wow, là, tu parles. Là, on a quelque chose qui est absolument innovant. Fait que ça, on a mis énormément de travail juste pour cette portion-là de pouvoir apporter une innovation technologique, oui, mais commerciale aussi, qui va merger les deux. On a donc développé le produit qu'on a brandé Ineo, qu'on vend dans des petites fioles prédosées justement de 10 ml qu'on dose spécifiquement pour les besoins du transformateur alimentaire. Fait qu'on vient justement éviter le plus possible l'erreur humaine au niveau de l'application qui va être appliquée justement soit par vaporisation avec un de nos premiers clients chez Fumon Grizzly sur le saumon fumé dans ce cas-ci. On vient vraiment traiter chacune des tranches avant leur emballage. Donc, c'est toujours la dernière étape avant le packaging final. Ici, c'est dans le domaine du crabe en Gaspésie, où on a beaucoup de stations de travail, on n'a pas d'automation, on a des opérateurs, un opérateur d'1 litre comme ça fait entièrement le travail.
Autre exemple, dans le domaine des viandes, où là, c'est intéressant dans le domaine des viandes, qu'on fait des saucissons secs. J'ai pas de traitement thermique, j'ai pas de kill step dans mon procédé. On va venir traiter carrément la matière première, qui, dans ce cas-ci, était un élément contaminant pour mon produit final, tel saucisson. Fait qu'on avait en moyen de venir la décontaminer, entre guillemets, sans passer par l'acide peracétique, sans passer par les chlores, sans passer par, dans le fond, des agents chimiques de conservation. Autre exemple, dans la masse carrément. Fait que c'est justement quand je le rajoutais pour traiter la masse. Fait que si on va venir vaporiser quand on veut traiter une surface d'un aliment, et dans la masse quand je veux traiter une masse, bien évidemment. Là, j'ai présenté tout ça, la finalité de ce qu'on fait, mais il n'y a personne qui se lève un matin et qui se dit allô, je fais des antimicrobiens mon envie, puis c'est ça qu'on fait, puis let's go, on se porte dans le domaine des bactériocides. Ça n'existe pas, puis je me suis pas levé là, un matin avec un éclair de génie, puis en me disant wow, c'est ça qu'on va faire. Loin de là. Fait que comment on arrive avec ce genre d'idée-là, puis c'est un peu le parcours de comment on fait pour aboutir à ça. Je voulais un petit peu de mon parcours, justement, je suis sorti d'où? Je sors d'où, moi, dans le fond? Je sors d'une famille d'entrepreneurs, déjà en partant. Fait que l'entrepreneuriat, ça ne m'était pas inconnu. Je savais c'était quoi. Mes parents étaient entrepreneurs dans le domaine du génie mécanique du bâtiment, fait que ventilation, électricité. Avait une super entreprise, plus de 70 employés, je suis dans le domaine. Fait que je savais c'était quoi. Par contre, moi, le génie mécanique du bâtiment, mon Dieu, que ça m'ennuyait. Incroyable. C'était pas ma tasse de thé, loin de là. Mais je voyais à quel point, wow, comme pouvoir bâtir quelque chose, ça, c'est intéressant. Ça, c'est. Il y a quelque chose là-dedans. Je voyais mes parents être là-dedans, voir le défi au jour le jour, commercial, RH, financement, de OK, wow, on touche à beaucoup de choses à ce niveau-là. Ça a allumé une étincelle, clairement, de dire OK, il y a quelque chose à faire ici. Mais au cégep, dans le fond, j'avais déjà fait des cours en microbiologie, puis j'ai fait wow, microbio, ça c'est cool. T'as le potentiel des bactéries, puis la biotechnologie, ça, il y a énormément là-dedans. Fait que j'allais faire mon bac en génie biotech à Sherbrooke, qui est un peu l'art de la mise à l'échelle des procédés de fermentation et ce qu'on peut en faire. J'ai rencontré un de mes mentors qui, je l'appelais amicalement, dans le fond, le kingpin de la fermentation. C'est avant que je rencontre Denis Roy, évidemment, mais Denis Groslot, qui m'a énormément guidé dans mon parcours universitaire. Un peu comme vous en STA, quand on fait des stages, finalement. En génie biotech, on fait des stages aussi. J'avais fait plusieurs stages dans le domaine pharmaceutique, chez Sandoz, chez Pharmascience. J'ai travaillé chez L'Oréal aussi. J'ai travaillé dans les firmes de génie conseil. J'ai touché beaucoup à de l'industriel à ce niveau-là. C'est sûr que je suis un stagiaire. C'est sûr que mon rôle est 4 mois. Je touche rapidement. Mais à chaque fois que je faisais un stage, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Je sers à quoi? Et où ma répercussion dans ces grandes entreprises-là? Souvent, je ne trouvais pas satisfaction à dire wow, j'ai pu mener un projet de A à Z, puis j'ai pu avoir un impact clair et net et définitif. Fait que déjà, moi, pour moi, c'était OK, ça, la grande entreprise, ce n'est pas pour moi. J'ai peur d'être un numéro dans une entreprise. Ça a juste renforcé mon désir de partir quelque chose qui m'appartenait. Puis, dans le cadre justement du bac, on avait un cours spécial parce qu'on a décidé, ben parfait, avec mon professeur Denis Groslot, on a fait une étude de marché, de dire, bon, ben, il y a des innovations qui se font au Québec. Il y a beaucoup de biotechnologies qui se développent et qui malheureusement sont tablettées parce que personne ne les prend, personne ne part avec. Bon, ben, allons voir qu'est-ce qui se développe et qu'est-ce qu'on pourrait maturer commercialement. Fait que, à l'époque, là, on était en 2015, on s'est dit, hey, on pourrait se partir une distillerie, mais vraiment le faire, pas artisanal, là, scientifique. Puis à l'époque, c'était génial comme concept parce qu'il n'y avait pas de gin. Ça, c'était avant qu'on sortait des événements, mais on s'est dit on pourrait faire ça. À l'époque, ça prenait par contre un permis pour avoir un alambic qui coûtait juste une petite somme de 250 000 C'est sûr que c'était un gros frein à l'entrée en business de payer juste un permis pour avoir un alambic. Ce qui est dommage, c'est que l'année suivante, ben, ce permis-là a été retiré. C'est ce qui a fait qu'on a vu l'explosion de toutes les micro-distilleries au Québec suite à ça. Je suis quand même satisfait de mon choix parce que, voyant la compétition aujourd'hui, je pense que je suis allé dans le bon domaine.
On avait regardé aussi un projet d'encapsulation de souches probiotiques pour vraiment avoir des effets ciblés sur le microbiote intestinal. C'est intéressant, mais il y avait encore beaucoup de maturation technologique à faire à ce niveau-là. Et un des projets qui était la conservation des aliments par des bactériocides. Vous douterez bien vers quel projet je me suis dirigé. J'ai rencontré le professeur Fliss, justement, ici à l'Université Laval, en STA, qui avait sa chaire de recherche métabiologue qui venait tout juste de démarrer en 2016. Et je me suis joint à lui pour poursuivre à la maîtrise. Le but, c'était vraiment de dire, ben, on avait une belle série d'industriels transformateurs alimentaires intéressés par la technologie. Personne, par contre, n'avait la compétence ou c'est dans son core business de produire ces antimicrobiens-là. Wow, quelle opportunité! Fait que je me suis parti dans la maîtrise à faire, bon, ben parfait, on va prendre nos souches, dans le fond, de probiotiques qui produisent les bactériocines. On va passer de la petite fiole de 10 millilitres au fermenteur de 10 millilitres pour démontrer que c'est faisable technologiquement et c'est évidemment rentable. Fait que ça a été ça mon sujet de maîtrise. J'ai vraiment travaillé sur le procédé de fermentation, de l'amener, d'en faire sa mise à l'échelle, autant au niveau de fermentation, mais aussi du conditionnement, démontrer que c'était faisable pour faire arriver un ingrédient qui était fonctionnel. Et au final, ben oui, ça a fonctionné. C'était drôle, c'est que quand je commençais au début, c'était bon. C'est quoi les chances que ça fonctionne vraiment? T'sais, il va peut-être avoir une chance sur 100. Je vais prendre ces chances-là. Puis là, plus ça allait, plus je faisais l'expérience. Ouais, ça fonctionne, hein, une chance sur 50, hein, une chance sur 25. Quand même, ça marche pour de vrai, là, une chance sur 2 là, que ça fonctionne. Là. Puis à la fin de la maîtrise, ben, moi, j'arrive avec mes résultats de démontrer oui, c'est faisable. Puis moi, Grizzly, justement, un des premiers qui était intéressé par la technologie, l'utilisateur a dit, ben écoute, si tu es capable de le produire, peux-tu le produire pour nous? Fait que ça a été, ben oui, de moi, 1 mois, je rédige mon mémoire, puis on part une business. Fait que ça a été exactement ça. Je suis allé m'enfermer pendant 1 mois dans une bibliothèque, pas de Wi-Fi. Ça a été vraiment go. Moi, je ne fais que ça. J'avais une très belle motivation au bout de la ligne aussi pour clencher, entre guillemets, mon mémoire. Puis après, ben, on a parti Inodal. Fait que ça a été le début, puis après ça, bien évidemment, ça a énormément déboulé. On a débuté l'entreprise, je vais en parler un peu avec mon cofondateur. On a parti l'entreprise en 2017. On est allé s'installer chez RG Biocentre à Lévis avec Transbiotech qui nous ont accueillis pour pouvoir démarrer l'entreprise. En 2018, on a embauché notre premier employé. En 2019, on travaillait beaucoup sur notre technologie qu'on voulait maturer Ineo, justement. On a reçu du financement, on a embauché 4 nouveaux employés pour vraiment faire la maturation technologique. En 2020, on reçoit l'approbation de Santé Canada. Go, on peut commercialiser en février 2020. On se dit, let's go, on rentre dans le marché, mars 2020. Petite pandémie. C'était moins l'idéal, disons, pour aller commercialiser. Moi, j'arrivais, puis notre premier marché, évidemment, c'était les produits marins. On voulait aller en Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Moi, j'arrivais avec mon accent de Montréal. En Gaspésie, j'avais la zone rouge collée dans le front, puis j'arrivais en Gaspésie, zone verte. Disons qu'il n'y avait personne qui voulait me voir là-bas. Fait que ça a été un peu long à prendre notre traction, on s'entend tout de suite. Mais évidemment, une fois ces défis surmontés, on a pu rapidement commercialiser à travers le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, à travers le Canada aussi, avec notre technologie. On a ouvert une usine pilote de production à Longueuil où on a pu justement établir la capacité de production, parce que notre technologie, on avait les brevets sur cette technologie-là, mais ce qui était la beauté de ça, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que personne n'avait cette capacité de production-là. Fait que nous, c'était la plus belle justification de dire, bien, parfait, on va produire notre propre usine pour faire nos antimicrobiens, pour arriver avec cette capacité niche, cette compétence niche-là, puis on va capitaliser là-dessus. Puis aujourd'hui, bien, on est rendu de plus de 17 employés qui travaillent autant en R&D qu'en production. Fait que juste pour faire le petit parcours de quand on est parti, c'est drôle parce qu'on partait vraiment absolument de à rien. Une table de travail, une hotte, on isolait nos souches avec nos petits employés. Ça, c'est quand on recevait nos premières hottes. Ça, c'est drôle parce qu'on commandait nos hottes sur eBay d'un hôpital au Maryland. C'est shippé au cégep. Là, j'ai le camion, je vois ma hotte, que c'est mon plus gros investissement à vie, puis ça swing comme ça n'a pas de bon sens. Je me dis, mon Dieu, ça va tomber par terre. Ça a été un méchant défi de tout monter. C'est comme parmi toutes les anecdotes qui peuvent arriver. Là, c'est une des belles vidéos que j'aimais beaucoup. Ça, c'était justement à l'usine. Fait que on était encore en pandémie. C'était comme les gros.
doute de faire, on investit à bâtir une usine ou on attend de voir ce qui se passe en pandémie? Non, non, regarde, on fonce, on fonce. Fait que, petit time-lapse de nous qui montons l'usine, il n'y avait rien à faire pendant la pandémie, à part rester chez nous et écouter Netflix. Ben, à part au lieu d'écouter Netflix, ben, on s'est bâti une usine, nous autres. Fait que, on a vraiment bâti de A à Z. On a pris des locaux 100% vides. On a bâti notre laboratoire sur mesure. C'est un petit extrait, justement, d'un reportage qui a été fait avec LCN, qui sont venus nous visiter. Fait que, assez fier de pouvoir avoir pu monter ça de A à Z. De pouvoir se positionner, justement, comme un des grands producteurs de peptides au Canada en ce moment. On travaille beaucoup avec l'Université Laval et l'Université McGill aussi pour produire des peptides pour différents contextes de recherche. Par exemple, notre salle blanche, on fait la production puis le packaging de nos antimicrobiens. Fait que, puis évidemment, mais moi, une de mes plus grandes fiertés, c'est l'équipe qu'on a bâtie. À travers les années, moi, c'est ma fierté de pouvoir rassembler justement ces chercheurs-là, ces étudiants-là on a une gang de jeunes quand même qui croient en ce projet-là, puis de pouvoir les mobiliser, puis de savoir qu'on a une gang qui se motive énormément. Mon associé François Bédard, que j'ai rencontré justement ici, fait son doctorat en sciences pharmaceutiques, puis dans le fond, était en co-direction par professeur Fliss. Fait que là, nous, on s'est rencontrés. C'est drôle parce que lui, on est deux profils absolument différents et complémentaires. Moi, faire des présentations comme aujourd'hui, ça me fait plaisir, j'adore ça. Lui, être ici, mon Dieu, il aimerait mieux mourir que faire ça. Fait que, mais lui, en laboratoire, il est absolument heureux, puis c'est son terrain de jeu. Moi, prendre une pipette, là, je suis tanné ben raide, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Fait qu'on a réussi à avoir vraiment un beau duo très complémentaire à ce niveau-là. Puis aujourd'hui, ben, l'équipe qu'on a, franchement, c'est une des grandes fiertés. Puis si je peux parler un peu des défis, des apprentissages qui ont été faits, je pense que pour nous, ça a été vraiment le gros défi, ça a été vraiment planifier la croissance. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans de l'incertitude de maturation technologique, de on s'en va où, on va vers où. En plus, dans un contexte de pandémie, à quel point on veut avancer vite ou pas. Je remets aussi l'emphase, parce que je pense qu'on a beaucoup parlé, l'écosystème, les relations qu'on crée. Ça, c'est essentiel. Puis ça, c'est une des forces nodales qu'on a mis de l'avant dès le début. C'est de créer un écosystème pour venir nous aider, pour venir nous backer. Ça fait toute la différence. Ce qui a été aussi un game changer pour nous, ça a été vraiment d'aller chercher nos clients, de les valider, de venir leur dire hey, j'ai une technologie qui est mature à 95%, à quel point ce serait intéressant pour vous, puis est-ce que vous êtes prêt à venir mettre de l'argent dans la technologie pour la voir arriver à 100%? Si oui, ben parfait. Moi, j'ai mon financement pour l'amener à 100%. Puis moi, je m'assure d'avoir des clients au bout de la ligne à la fin. Puis évidemment, ben, je parle de l'équipe. Avoir une équipe qui est passionnée, c'est sûr que ça fait toute la différence. Si je peux finir avec des petits défis personnels, mais qui sont des défis d'entrepreneurs aussi qu'on vit. Déléguer. L'entrepreneuriat, c'est énormément de responsabilités. Puis moi, je me rends compte à quel point ça va être coachable. Ce que tu te rends compte dans ton parcours de chercheur, c'est que tu finis ta maîtrise sur ton doctorat avec une aiguille de compétences. Après ça, tu arrives dans l'industrie, tu arrives à partir d'une entreprise. Il faut que tu fasses du marketing, il faut que tu fasses du financement, il faut que tu embauches des gens, il faut que tu trouves comment tu fais pour faire de la paye, comment tu fais pour dealer un bail commercial. Mon Dieu, ça prend énormément d'éléments à mettre en place pour réaliser le tout. Donc, s'entourer puis être coachable, arriver avec l'attitude de je ne sais rien, je ne connais rien. Puis c'est vrai, en plus, je ne connaissais rien, fait que de pouvoir s'entourer pour pouvoir aller plus vite. Puis évidemment, garder le focus, apprendre à dire non. Et toujours de dire qu'on a une vision, on stick toute cette vision-là. Il y a plein de distractions à gauche, à droite. Ça, c'est un des gros défis que, encore aujourd'hui, dire non, j'ai beaucoup de misère à le faire parce qu'il y a tellement d'opportunités, mais des fois, de pouvoir garder la vision, c'est ce qui fait toute la différence. Puis un beau portrait de l'écosystème. Fait que moi, je vous encourage énormément à goûter à l'aventure entrepreneuriale. Je trouve que c'est un des plus beaux chemins de carrière aussi à tester. Puis ça permet tellement de rencontrer énormément de monde dans l'industrie. Puis évidemment, l'agroalimentaire, c'est tellement un terreau fertile pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est dans le bon secteur. Fait que voilà pour ça. Bien, merci beaucoup, Laurent. Merci. Tu as mentionné Netflix.
Moi, j'ai écouté une série sur Apple TV qui s'appelle Les Maîtres de l'air. Puis le pilote qui a eu le plus grand nombre de médailles, qui a accompli 53 missions, qui travaille en équipe parce que c'était il y avait un équipage. Puis l'acteur qui le personnalisait, c'était comme ton sosie, Ah, quelque merci. part. Mais si un jour il y a une série qui s'appelle Les Maîtres de l'innocuité, ben vous avez trouvé un des acteurs, un des héros qui va faire partie de cette nouvelle série-là. Donc, j'invite maintenant, on passe maintenant au panel avec nos 3 diplômés. Va être animé par Marie Dumont, qui est la directrice et la chef de projet de la Cité de l'innovation agroalimentaire de Saint-Hyacinthe et du projet Zone d'innovation. Marie, c'est tout le monde est prêt, la table. Merci, merci. Je pense que ça a été 3 présentations vraiment très inspirantes, enrichissantes et intéressantes. Je suis certaine qu'il y a des questions dans la salle. Je vais commencer par m'adresser à vous. Si vous avez des questions et même à distance, je ne sais pas si on a des questions qui pop. Oui. Ma question est pour Joanne. Vous avez dit au début que vous avez fait un parcours de puce. Est-ce que c'était le besoin de défi qui vous a fait évoluer d'entreprise comme ça? Ben, il y a eu un peu de tout. Au début, oui. Après 2 ans chez La Sonde, ben, c'était quand même une entreprise, comme je disais, en émergence, en croissance à ce moment-là. Fait que là, tu te dis, bon, ben, je pense qu'il y a tellement de choses à voir, toutes sortes de secteurs, que là, ben, ça me donnait l'opportunité en allant chez Kraft. D'aller voir beaucoup. Là, on voit de tout. Là. Il y avait à peu près 5000 produits parce que j'avais aussi les produits qui étaient faits sous leur nom à regarder. Puis après ça, chez Kraft, ben là, c'était une opportunité d'aller dans un secteur comme les viandes que je ne connaissais pas et aussi d'avoir une promotion là, au niveau de... que ça a été intéressant. Mais Canada Packers a fermé parce que c'est une usine qui s'était fait acheter par un conglomérat britannique. Et là, eux, ils ont vu que morceler toutes les opérations était plus payant de les vendre parce qu'il y avait la division chimique, il y avait la division shirking. Bon, bref. Fait que finalement, quand ils ont vendu les viandes, ben là, ils ont concentré dans l'usine de Toronto, celle de Montréal étant 100 ans, alors ça coûtait trop cher pour la rénover. Fait que c'est là que, là, en attendant, j'ai fait des mandats de formation à l'ITA, salubrité, des petits mandats comme ça. Puis d'ailleurs, Kraft m'a engagé pour travailler une formation pour leurs gens dans le laboratoire. Puis après ça, ben là, je suis rentrée chez Provigo. Là, c'est quelqu'un qui m'a dit, ben je m'en vais, est-ce que tu veux pouvoir prendre ma place? Je dis oui, c'est intéressant. Provigo, c'est encore un autre monde. Puis chez Provigo, ben là, en fait, j'ai resté là 2 ans, mais c'était vraiment un autre monde par rapport à la transformation alimentaire. J'ai beaucoup apprécié. Les gens étaient corrects. J'ai rien à dire contre Provigo. Mais je trouvais que c'est difficile de faire valoir le point de vue de la transformation alimentaire. Tu sais, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'aimais mieux retourner avec les transformateurs. Puis c'est là que l'AMPAC, j'ai pu travailler sur leur vision de planification stratégique vers les années 2000. Fait que là, j'amenais tout le côté technique que j'avais accumulé durant plusieurs années. Ça a été vraiment plaisant. Fait que c'est pour ça. Puis après ça, ben, c'est d'autres opportunités. Oui, oui. Il y avait une question en ligne pour Laurent Dallaire. Est-ce que le fait d'entreprendre en venant dans le scientifique n'est pas trop difficile pour apprendre dans les ventes, le marché, etc.? C'est un énorme saut, un énorme bond à faire entre les deux. Puis je caricaturise beaucoup en disant le profil typique du chercheur qui est un profil très cognitif, dans sa bulle, dans le laboratoire, d'en sortir pour aller faire un pitch de vente. Puis souvent, le gros défi de l'entrepreneur scientifique, c'est de vulgariser. On est tellement dans notre science qu'on prend beaucoup de choses pour acquis, de dire, ben oui, mais c'est une évidence que des bactériocines, c'est des peptides. Il n'y a personne qui sait ça. Le consommateur moyen n'en a aucune idée. Puis de sortir de cette bulle scientifique-là, se mettre dans la peau du client, du consommateur, pour pouvoir bien comprendre sa réalité puis bien comprendre son niveau de conception, pour lui vulgariser, bien lui livrer le message. C'est un énorme travail. Puis c'est là aussi où beaucoup d'entrepreneurs scientifiques dans tous les domaines vont se planter.
puis en assumant en assumant l'intérêt de tout le monde envers sa technologie. Parce que souvent, on est fasciné par la technologie, mais on ne saisit pas son impact, la valeur ajoutée. On est trop intéressé par la bébite qu'on a créée, on ne comprend pas son impact qu'elle peut avoir. Puis moi, en entrepreneuriat, une des choses que j'ai beaucoup appris, puis que quand on fait du développement de produits, on va à l'inverse. Avant de partir d'une technologie pour adresser un marché, on part du marché pour après trouver la technologie. On caractérise à 100% le besoin puis le problème du client. Puis le plus gros le problème, le mieux on le qualifie, le plus facile après, ça va être de développer une technologie. Développer puis inventer, entre guillemets, c'est facile. C'est super facile de développer. Trouver la niche, trouver le besoin, trouver ça, c'est dur en maudit. Ça, là, c'est vraiment une compétence en soi. Ouais, merci. J'ai une autre question pour tous. À votre avis, quels sont les grands défis qui attendent les nouveaux diplômés en bioalimentaire dans les années à venir et comment s'y préparer? Le numérique, toute l'intelligence artificielle, ça, on ne peut pas passer à côté, puis c'est un gros saut pour ceux qui ont à travailler là, des solutions, que ce soit en recherche, que ce soit en inspection. Il faut être en avant là, de la parade, là. Il faut suivre. Juste ChatGPT, il y a des gens qui s'en servent encore comme un Google. On est ailleurs, là. Aujourd'hui, si vous ne servez pas de ChatGPT présentement là, pour faire des ventes ou travailler sur votre marketing, bon, ben c'est ça, vous avez manqué déjà, vous êtes en arrière. C'est ça le défi. Je peux rajouter, puis c'est absolument vrai. Nous, on apporte une innovation dans l'industrie. L'industrie agroalimentaire, c'est encore une industrie qui est très old school, qui a encore beaucoup d'inertie, on va dire, au niveau de sa façon de faire. Puis avec le numérique qui arrive, c'est un incontournable. Puis on a eu beaucoup de conférences où on voit qu'on a beaucoup de rattrapage à faire au niveau de notre productivité, puis ça passe énormément par là, puis encore une fois, avec le manque de main-d'œuvre, de pouvoir autant passer par le numérique, mais par l'automation aussi. Il y a des énormes changements apportés à l'industrie en ce moment. Fait que, mais qu'au final, c'est tous des beaux défis que vous attendent, parce que vous allez être ceux qui allez implanter ces solutions-là. Vous allez nous dépasser puis prendre nos places. Avant de prendre la question d'Élodie, je voudrais juste faire du pouce sur une question qui m'est popée avec vos deux réponses de tantôt. Il y avait une question sur les changements souvent de poste et la mise en danger de se lancer en entrepreneuriat. Dans les deux cas, c'est de la mise en danger, changer souvent. C'est quoi le bénéfice de faire ça, de se mettre en danger? Honnêtement, moi, là, je suis peut-être une bébite de connaissances. Je veux toujours connaître de nouvelles affaires. Fait que pour moi, prendre le risque de... Moi, là, demain, là, si j'avais rechangé ma job, je m'en irais, là, comme lui a fait. Là. C'est ça que je ferais. Là. Parce que c'est tellement challengeant, c'est tellement motivant de sentir que, ah oui, ben, je pense parce que quand on est en sciences, c'est ça qu'on fait. La base, pourquoi on va en sciences, c'est parce qu'on se dit, hey, j'ai une question, puis je voudrais bien avoir la réponse. Puis en sciences, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que c'est un petit peu de même dans la vie aussi. Là, Donc, la mise en danger, c'est des opportunités Oui. d'aller chercher des connaissances. C'est ça. Chercher du défi aussi. Puis après ça va être une chose qui va être très personnelle d'un individu à l'autre, de ta tolérance on va dire, au danger, au stress de ce que ça implique. L'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde. C'est du gros stress, des énormes défis. C'est beaucoup d'incertitudes, mais en même temps, ça vient avec son lot de satisfaction de dire wow, OK, on est passé à travers ça, on a monté ça, l'accomplissement final est encore plus savoureux, mais vient avec la mise en danger qui est très, très bien dit de dire je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va dans 4 mois. Ça fait partie de l'inconnu, ça fait partie de l'incertitude, mais en même temps, à chaque fois, c'est wow, c'est du nouveau, c'est du nouveau, c'est du nouveau. Fait qu'il n'y a jamais de routine, il n'y a jamais de. On ne s'endort pas. Ben, moi, je n'ai pas vécu un peu le même profil que mes deux collègues, mais
on peut le vivre aussi à l'interne dans un même emploi. Moi, chaque projet de recherche que j'ai eu, c'était des nouveaux défis, des nouveaux produits. C'est bien souvent aussi à développer en collaboration avec l'industrie, travailler avec nouvelles personnes, des nouveaux étudiants, nouvelles collaborations. Donc, on peut aussi vivre ces expériences-là à le même travail aussi. Merci. Je vais aller à Élodie en premier. Oui, merci. En fait, je voulais juste faire du pouce sur vos deux interventions juste avant quand vous parliez des nouvelles technologies, enfin de l'IA et du numérique. Moi, je le vois comme des solutions, des moyens, des leviers, mais comment vous connectez ça par rapport à l'avenir justement du secteur bioalimentaire? Parce qu'en soi, l'IA n'est pas une finalité en soi, je pense, pour le secteur bioalimentaire, mais qu'est-ce que ça va permettre pour l'alimentation? Puis, par rapport aux jeunes qui sont en train de se former aujourd'hui, comment vous leur conseillez de se positionner là-dedans? Je pense la finalité de ça, je pense, puis un peu tous les secteurs, ça va être de la haute spécialisation, ça va être de la haute définition de dire on va créer des produits exactement pour telle classe de consommateurs qui vont être hyper caractérisés. Il va y avoir moins je pense que ce que ça va permettre, ça va être de la création de produits beaucoup plus rapides. On va s'adapter beaucoup plus rapidement à des consommateurs qui, eux, n'auront pas vont pas s'attacher à des marques en particulier. Puis on le voit dans plein de secteurs, autant dans le cosmétique que dans le divertissement. On s'intéresse à quelque chose, puis après ça, oups, OK, on est intéressé par autre chose. Oups, on est intéressé par autre chose. Puis l'agroalimentaire va devoir prendre ce rythme-là aussi au niveau des tendances. Il va y avoir des tendances qui vont aller de plus en plus vite. Puis oui, l'outil numérique est un outil qui va permettre d'avoir un cycle de développement qui va être de plus en plus rapide. Puis quelqu'un qui ne suit pas la parade à ce niveau-là, ben, va vite manquer énormément d'opportunités. Juste pour ajouter sur ce que Laurent disait, c'est que au niveau du contrôle de qualité, par exemple, les systèmes qui est basé sur l'intelligence artificielle, là, je pense qu'on va se développer beaucoup, là, puis les qualifications, le rôle des technologues alimentaires dans le contrôle de qualité va changer. Le travail va changer, va devoir s'adapter avec cette réalité-là de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis, ben, je pense que c'est un outil, mais il va se développer encore plus. Monsieur Casgrain. Moi, ma question, c'est pour Laurent. Dans le cheminement, je trouve ça formidable. Hein, puis bravo, ça prend des entrepreneurs au Québec comme toi. Mais il y a une étape qui c'est Santé Canada. Ces gens-là ont-ils été des partenaires? Ont-ils aidé? Comment ça a pris de temps avant que tu es convaincu que ça marche? C'est une excellente question. Puis nous, ça reste à chaque développement l'étape critique du procédé, puisque c'est un peu tu rends ton âme à une tierce partie qui va décider de ton destin où tu passes sa casse. Nous, on a eu la chance de pouvoir aller à Ottawa puis les rencontrer en personne pour vraiment, en guillemets, présenter la technologie puis les éduquer par rapport à ça. Parce qu'on arrivait à quelque chose de flambant neuf qui n'avait aucun antécédent d'utilisation. Fait que je les ai vus comme des partenaires, au contraire, à ce niveau-là, de dire leur but, c'est de protéger le consommateur. Puis arrive-nous avec nous, leur dynamique, c'était présente-nous ton raisonnement. Explique-nous pourquoi ça répond à la loi. C'est ça que eux sont pas là pour dire réponds à ça, puis t'es good. Non, c'est explique-nous pourquoi. Vas-y, explique-nous. Puis si ton raisonnement puis la logique scientifique que tu présentes fait du sens, puis qu'on va venir la challenger à ce niveau-là, on y va avec toi. C'est une toute autre expérience en ce moment avec la FDA, où là, on a une boîte noire totale, opaque et inaccessible, où pendant 1 an, on n'a eu aucune nouvelle. Ça a été le silence radio total et absolu. Et là, depuis 3 mois, là, les questions s'enchaînent, puis ça roule. Mais c'est des expériences complètement différentes d'une à l'autre. Mais ce qu'on se rend compte, encore une fois, au final, c'est qu'on parle de l'institution, mais ça reste tous des individus quand même. Fait qu'on accompagne des individus finalement à prendre cette décision-là au final. Fait que, mais ce qui est drôle après ça, c'est que j'en parle avec d'autres collègues entrepreneurs dans d'autres secteurs qui font ça. Les sons de radio que j'ai, c'est des. Écoute, d'un à l'autre, il y en a qui me disent FDA, facile, Santé Canada, c'est difficile. Nous, on a vécu l'inverse.
Il n'y a pas de son de cloche clair et net à ce niveau-là. Je pense qu'encore une fois, ça met à l'avant le fait que c'est différent des individus avec qui tu travailles, non pas des systèmes carrés béton. Oui. Encore une autre question, peut-être plus pour Éric et Laurent. Joanne, elle avait dit qu'elle a fait un certificat en administration. Moi, je voulais savoir comment vous avez développé vos compétences de gestionnaire, parce que les deux, vous faites la gestion finalement. Moi, ça fait plus dans la gestion depuis mon récent poste, 2-3 ans, là, puis je suis encore en apprentissage. Hein. Pour un chercheur, là, c'est vraiment pas naturel, pour moi, personnellement. Là. Donc, je vais chercher du coaching. J'ai un coach qui m'épaule. Là. Je pose des questions régulièrement, puis on a des formations. Là, mais c'est quand même, quand tu arrives à un certain niveau dans ta carrière, tu es prêt à passer à autre chose. Puis moi, j'étais prêt à faire ça. Là. C'est quelque chose qui m'intéressait, puis je vais poursuivre là-dedans un petit peu plus. Là. Même son de cloche, du coaching aussi. En sortant de la maîtrise, j'ai eu accès, moi, par l'Académie de la relève à l'Université Laval, qui est une académie vraiment pour les entrepreneurs qui se lancent, puis t'équipes avec différents outils pour différents aspects de l'entrepreneuriat. Mais je fais partie aussi de d'autres groupes entrepreneuriales où on est différents entrepreneurs qui se regroupent une fois par mois. On se parle de nos défis, on se parle de nos enjeux, on fait du co-développement à ce niveau-là. Ça permet d'avoir une vision externe aussi, de sortir des opérations. Mais sinon, je pense que le meilleur outil, c'est vraiment de l'apprendre sur le tas. Je pense que c'est vraiment ça. Le MBA n'est pas nécessaire nécessairement. Ben, ça dépend vraiment du contexte de chacun. On en a, nous, à l'interne, qui font leur MBA puis arrivent avec des outils incroyables de gestion technique. Je pense que dans mon cas, partir en business, j'ai fait un MBA accéléré sur le tas. Mais je vois mon équipe qui arrive avec leur MBA, qui arrive avec des outils de KPI hallucinants. Je fais « Ah, wow, c'est des vraiment belles valeurs ajoutées que vous apportez en ce moment aussi. » Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Xavier? Ah, une question en ligne. J'aurais peut-être une question pour Laurent. En fait, vous avez fait approuver là, votre produit par Santé Canada. On sait que ces choses-là, ça peut changer avec le temps. Je pense notamment à la saccharine là, qui a été autorisée à un certain moment, puis après, ça a comme changé. Donc, comment tu vis avec la peur de peut-être que ça arrive dans le futur avec votre produit ou vos produits? Ça fait partie de la game en ce moment. Ça fait partie de la game Puis, tu sais, ça, c'est un des aspects, justement, où, ben oui, il y a l'aspect du jour au lendemain, la réglementation peut changer, puis il faut être prêt à se virer du tout au tout. Ça n'arrive pas du jour au lendemain non plus, ce genre de situation-là. Tu sais, il y a des signes de préavis, il y a des audits qui vont être faits. Fait que, on a un son de cloche qui nous indique que s'il y a une tendance qui fait que ça va être retiré, on a le temps de s'adapter avant ça. Fait que, mais ça fait partie de la game. Dans tous les écueils qui peuvent arriver, ça en est un. Fait que, c'est dans ma liste, j'en ai d'autres avant ça, puis c'est un défi à la fois. Moi, j'irai avec une question concernant. Vous avez tous un peu parlé des gens qui ont été autour de vous, qui vous ont inspiré, qui vous ont accompagné. Comment vous vous rendez au suivant? En fait, rendre au suivant, pour l'instant, c'est d'être sur des comités où là, ça te permet d'aller chercher, pas d'aller chercher, mais de donner l'information. Parce que souvent, moi, ça va être des gens qui vont m'appeler parce qu'ils me connaissent, puis ils disent, là, je passe un mauvais moment, j'ai de la misère à comprendre telle chose, est-ce que tu peux m'aider? Bon, quand ils quittent et ils disent, là, ça m'encourage, tant mieux. Hein? Peut-être qu'on ne réussit pas toujours. Fait que c'est peut-être plus quand les gens nous approchent individuels ou dans des comités où là, tu as affaire à des gens qui à ce moment-là, ont besoin. Peut-être, toi, tu échanges avec eux. Tu vas chercher de l'information, mais eux autres, qui vont t'en donner. Pour le moment, c'est plus ça. Je m'implique en ce moment dans Entrepreneuriat Laval, qui m'a beaucoup aidé justement dans le domaine entrepreneurial pour coacher les jeunes, les entrepreneurs scientifiques qui passent par là. Je pense que le passage scientifique à entrepreneur est dur. Il est dur, puis surtout quand en plus on gère de la propriété intellectuelle. C'est énormément à gérer en partant, puis il faut bien le gérer parce que ça, c'est un autre des gros écueils qu'on peut avoir.
Fait que je m'implique beaucoup, je donne du mentorat avec l'entrepreneuriat Laval. Je fais partie aussi du CA des créneaux aliments santé pour m'impliquer aussi dans le secteur pour redonner énormément. Puis pour moi, c'est important parce que je le sais, c'est quoi le défi. J'ai eu l'aide, puis j'ai vu à quel point c'est vraiment précieux. Fait que pouvoir redonner, même en sachant encore une fois que j'ai une jeune expérience, fait que je tends pas à dire que j'ai la science infuse, mais au moins pouvoir donner des petits conseils de dire, regarde, ça, je l'ai vécu, essaye ça, redonner les ressources, surtout connecter les gens ensemble. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. Dans mon cas, moi, c'est plus au niveau de la recherche. Là, je suis impliqué plus au niveau de l'encadrement des étudiants. On accueille des stagiaires régulièrement là, au laboratoire. Les contacts avec la faculté, participer donner des cours avec comme invité, conférencier invité. Des activités comme ça, du coaching avec les étudiants. Donc, c'est un peu comme ça là, que j'essaie de redonner au suivant, comme peut-être ici aujourd'hui, c'est un peu ça, contribution. Oui? Pour les trois panélistes, dans le fond, je voulais savoir, pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires après son bac, est-ce que vous conseilleriez plus une maîtrise MBA, une maîtrise scientifique ou encore juste de se lancer comme ça après la fin du bac? Moi, je pense que c'est Laurent qui répond à cette question-là. C'est une très bonne question. La portion MBA, je trouve que comme apprendre à faire des affaires, ça s'apprend sur le tas par après. La partie qui est difficile, c'est de trouver la bonne idée. C'est trouver le créneau dans quoi je veux me lancer, dans quoi il va y avoir une valeur ajoutée. Je trouve que c'est là où il va y avoir le premier focus de dire c'est quoi ma bonne idée, ce qu'on produit, c'est quoi le problème que je veux résoudre. Après, s'équiper pour gérer une business, ça se prend par après. La partie difficile, c'est vraiment de trouver la bonne idée initialement. Par contre, c'est le meilleur timing. Parce que, puis moi, c'est ça ma réflexion que j'avais, c'est je finissais la maîtrise. Ben écoute, tant qu'à être endetté, d'être en marge de crédit bien raide, pourquoi pas partir en business? Moi, la crainte que j'avais, c'est de me dire, je vais aller prendre une job, puis je peux partir en affaires après. Parce que goûter à un salaire, goûter à un confort, goûter à ça, puis tirer la plug là-dessus pour après partir en business, moi, je lève mon chapeau à ceux qui font ça. Parce que ça, c'est difficile. Une fois que tu as goûté à ce confort-là, te lancer dans le vide par après, ça, c'est un méchant saut. Mon saut, je suis déjà dans le trou. Fait que je peux pas être plus bas que ça rendu là. Ça pourrait juste aller vers le. Je mangeais déjà du crème d'honneur en partant, fait que je peux pas aller pire que ça. Fait que moi, mon saut était pas énorme à faire. Mon risque était minime initialement. Fait que je trouve que quand vous finissez les études, c'est vraiment le meilleur moment pour l'essayer. Trouver un emploi, ça, vous allez pouvoir faire toute votre vie, ça. Partir en business, ça, c'est comme le saut, la fenêtre d'opportunité est rare puis un peu plus serrée. Merci. Ça va terminer notre session d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de questions. Assurément, vous avez soulevé des passions. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Roy. Vous avez des pages. Oui, Juste ici pour ici, OK. Merci. Le régisseur va d'être là. Oui. Bien. Ça a été des stages. J'ai entendu des phrases comme quand on est à la science, on se pose des questions, puis toute notre vie, on veut y répondre. Il y a aussi de la sagesse. Il faut aussi être créatif. Mais vous avez aussi incarné de la passion, puis la science, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est une histoire humaine. Donc, il faut être très humain dans nos relations. Je pense que c'est ça qu'on a réussi, Maryse, c'est de faire partager des parcours de personnes qui, j'espère, que vous ont donné le goût d'aller plus loin, parce que pour l'innovation, il faut attirer des talents, donc de l'attractivité. Puis pour être innovant, il faut avoir des talents. Donc, l'idée aussi, c'était de montrer que les cellules d'innovation sur lesquelles on travaille, bien, c'est pour aller plus loin dans l'innovation, mais aussi dans l'attractivité. Donc, merci à tout le monde. Merci, Joanne. Merci, Laurent, Luc, Maryse. C'est réussi. On est dans les temps. Merci, monsieur le régisseur. Merci, Xavier. Merci pour toute l'organisation. Et à la prochaine. Bon.